Tu t'assois là, s'il te plaît? Christiane, je voudrais te parler de ce qui est arrivé à David. Mais avant de te parler, je dois t'expliquer quelques petites choses. Selon la Constitution américaine, voici tes droits. Tu n'es pas obligé de parler ni de faire une déclaration. Tu comprends ce que ça veut dire, Christiane? Non. Il est 1h30 du matin dans ce commissariat de Jacksonville, en Floride. La police interroge Christiane Fernandez, un enfant suspect, âgé de 12 ans. Christiane aurait grièvement blessé David, son petit frère. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec David? Parce qu'au départ, tu as dit qu'il était tombé du lit superposé. Et ça, ce n'est pas la vérité, t'es d'accord? Alors c'était un mensonge? Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est vraiment produit? Je lui ai donné des livres à porter. Tu lui as donné des livres à porter? Quel genre de livres? Des livres qui étaient sur l'étagère. Des gros livres ou des petits livres? Quelques livres pas très épais. Donc il était en train de les porter. Donc il avait ses livres dans ses bras, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui sont tombés dessus. Il n'est pas encore réveillé? Non, il dort toujours. Au moment où se déroule la garde à vue, David, le petit frère de Christiane, est plongé dans le coma. Le drame est survenu la veille dans une résidence d'un quartier populaire de Jacksonville. Christiane est l'aîné d'une famille d'origine dominicaine. Selon l'enquête de police, au matin du 14 mars 2011, il est seul chez lui avec ses 2 frères cadets et sa petite sœur. La mère, Bianella Susana, a déclaré avoir quitté le foyer. À 9h20, Christiane l'appelle. David, son plus jeune frère âgé de 2 ans, s'est blessé alors qu'il chahutait. De retour chez elle, Bianella découvre le corps de David inanimé sur l'un des lits de la chambre des enfants. Mais plutôt que de l'emmener immédiatement aux urgences, elle conduit Christiane au collège. Pourtant, depuis le matin, l'enfant n'a pas repris connaissance. 8h30 après les faits, elle se décide enfin à conduire David à l'hôpital. L'examen clinique est inquiétant. David souffre de plusieurs fractures au crâne. Sa mère, Bianella, est inculpée pour homicide involontaire. Elle sera écrouée en attendant son jugement. Christiane n'a plus de famille pour l'aider. Bon. Respire un grand coup et dis-moi ce qui est arrivé quand tu étais avec David dans ta chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi ce qui s'est passé, mon cœur. Si on fait du mal, Christiane, et que l'on ne se sent pas bien à cause de ça, il faut dire la vérité, ok? Donc dis-moi ce qui s'est passé. Tu l'as frappé avec quoi? Tu l'as frappé avec quelque chose sur la tête? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-il blessé sur le côté de sa tête?
Je l'ai poussé contre l'étagère. Allez, il est temps d'y aller, mon pote. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu mettes les menottes. Quoi? Allez, lève-toi. Mets tes mains derrière le dos. Quelques heures plus tard, David décédera de la suite de ses blessures. Christiane est inculpée d'homicide. 'Live from Studio 5, this is First Coast Connect on 89.9, and thanks for tuning in. But first this hour, he is the youngest person ever to face a homicide charge in Duval County. His attorneys are arguing for mercy and rehabilitation, as 12-year-old Christian Fernandez, a student at Kernan Middle School, is indicted for murder in the death of his 2-year-old brother. He is the youngest person ever to face a homicide charge in Duval County. Trois mois après être passé aux aveux, Christiane Fernandez est attendue au tribunal de Jacksonville. L'enquête de police a depuis progressé et les procureurs ont trouvé des circonstances aggravantes. Ils poursuivent Christiane pour meurtre au premier degré, c'est-à-dire pour meurtre avec préméditation. Le 8 juin 2011, l'enfant de 12 ans comparaît devant une cour d'assises, enchaîné. Christiane est transférée devant la justice des adultes, comme le prévoit la procédure en cas d'homicide. La juge veut aller vite pour limiter sa détention provisoire. Monsieur Mason, allez-vous demander une procédure accélérée de jugement? Votre honneur, cela fait maintenant 3 mois que nous travaillons sur cette affaire. J'ai informé le bureau des procureurs que nous ne serons pas prêts pour défendre notre client dans les limites du temps imposé par une procédure accélérée. Monsieur Fernandez, vous avez discuté avec vos avocats de la possibilité de bénéficier d'une procédure accélérée? Oui, madame. Ceci est votre signature, c'est vous qui avez signé ce document? Nous actons donc le renoncement à la procédure accélérée. Les deux avocats commis d'office, Rob Mason et Matt Shirk, veulent prendre le temps d'enquêter avant d'aller au procès. Mais ils ont peu de recours. En Floride, comme dans 42 États du pays, la justice américaine a inventé la notion de crime adulte, assortie d'une peine obligatoire en cas de crime de sang. Une peine ne laissant aucune seconde chance, quel que soit l'âge du prévenu. Il est inculpé pour meurtre, avec préméditation et maltraitance aggravée envers un enfant. Cet homicide est un crime capital. Ce meurtre, avec préméditation, est puni par la perpétuité ou par la peine capitale. La Cour suprême américaine ayant interdit l'exécution des mineurs, il encourt donc maintenant une peine automatique, l'enfermement à vie, c'est-à-dire sans aucune possibilité de sortie. Mark Aliel est substitut du procureur. Il dirige l'instruction sous l'autorité d'Angela Corey, le procureur général de Jacksonville. Lorsqu'un jeune aujourd'hui est inculpé pour un crime d'adulte, les gens réagissent en disant « mais ce n'est qu'un enfant ». Mais alors si ce n'est qu'un enfant et qu'il a commis un crime d'adulte, que sommes-nous supposés faire de cette personne? Nous ne reverrons jamais notre position, car notre priorité reste avant tout la victime de 2 ans qui est décédée. Nous travaillons pour lui et pour protéger notre communauté. Mais ne vous y trompez pas, cette victime, un enfant de 2 ans qui est mort, c'est elle notre préoccupation. C'est pour ça que nous sommes intransigeants avec le crime.
Ni les 12 ans de Christian, ni le fait qu'il n'ait pas de casier judiciaire n'incitent Angela Cory à la clémence. Ses positions sont au contraire sans appel. Elle estime qu'il a tué David intentionnellement. Elle lui reproche en plus des actes de maltraitance sur son petit frère. Christian est privé de son excuse de minorité. C'est donc dans une prison pour adultes qu'il est incarcéré. Seul geste consenti par le système, Christian est transféré au 6e étage du centre de prédétention du comté, réservé aux mineurs. En attente de jugement, les détenus sont enfermés 23 heures sur 24 dans des cages de verre. Mais pour protéger Christian de la violence de délinquants beaucoup plus âgés que lui, les surveillants prennent une initiative. Ils placent l'enfant prisonnier à l'isolement, dans un mitard comme celui-là, pendant 3 semaines. Trop petit pour se hisser à la hauteur du hublot, Christian monte parfois sur sa paillasse pour apercevoir la lumière, ce qui lui vaudra un blâme. Ému par ces conditions de détention inhumaines, un juge prendra des dispositions exceptionnelles pour sortir Christian de cet enfer. Désormais, c'est dans une prison pour mineurs qu'il attendra son jugement. Christian est en détention provisoire depuis maintenant 10 mois. La date de son procès n'est toujours pas fixée quand un des plus puissants cabinets d'avocats de la ville décide de lui tendre la main, indigné par le traitement infligé au jeune garçon. J'étais effarée que les procureurs poursuivent un enfant pour meurtre avec préméditation. C'est l'inculpation la plus grave qui puisse exister et assortie d'une peine automatique et obligatoire. Quand j'ai appris que, ne sachant pas où le loger en prison, il l'avait mis au mitard, j'ai été choquée. Je n'arrive pas à comprendre que l'on n'ait pas trouvé d'autre solution que de le mettre à l'isolement. C'est une mesure terriblement punitive. Melissa Nelson, entourée de Hank Cox et Buddy Schultz, se sont portés volontaires pour conseiller gratuitement Christian Fernandez. Et ils sont prêts à engager d'importants moyens financiers. Le 1er février 2012, ils obtiennent devant la Cour le droit d'assurer la défense de Christian à la place des avocats commis d'office qui s'occupaient de lui jusque-là. Leur stratégie ? Reculer autant que possible le procès, gagner du temps pour tenter de rapatrier Christian devant la justice des mineurs et lui épargner la perpétuité. Il est uniquement un adulte car il a été inculpé par un tribunal pour adultes et encourt une peine pour adultes. Malgré cela, il n'a pas le droit de passer son permis, de s'engager dans l'armée, de se marier, de faire légalement l'amour. Il ne peut rien faire de tout ça. Et pour toutes ces raisons, il n'est pas un adulte. Quand Christian Fernandez a été inculpé, nous étions tous autour de cette table. Et tout le monde a acquiescé. S'il a besoin de notre aide, nous sommes prêts. Ce qui lui est arrivé est injuste. Ce n'est pas ce qu'on attend de notre système judiciaire. On dit que les enfants sont notre avenir. Mais bon Dieu, ils sont notre vie. Cet enfant est aussi important pour nous que nos propres enfants en ce moment. Car son avenir est entre nos mains. Et le reste de sa vie,
dépend de notre travail aujourd'hui. Christiane n'a plus personne à part ses avocats pour lui parler d'avenir. Bianella, sa mère, attend la prison. Elle risque de 15 à 30 ans pour ne pas avoir secouru David à temps. Depuis sa naissance, Christiane partage avec sa mère le même destin chaotique. Bianella le met au monde quand elle n'est encore qu'une enfant, à l'âge de 12 ans, après un viol. Fille-mère, elle ne peut s'occuper de son bébé, ni compter sur l'aide de la grand-mère, enfermée dans le crack. Christiane doit sa survie aux services sociaux de Floride. Il a été retiré de la garde de sa mère et de sa grand-mère pour être placé dans un foyer. Sa mère l'a ensuite rejoint dans ce même foyer. Ils ont donc été élevés ensemble avec d'autres enfants dans le sud de la Floride. À l'époque, selon les rapports du foyer, il souffrait déjà de nombreuses difficultés, notamment de stress, suite à des traumatismes. Sa mère a plus tard quitté ce foyer pour emménager avec un homme, et quelque temps après, Christiane est venue vivre avec eux. Son beau-père a régulièrement abusé de lui. Il l'a traumatisé. Finalement, en octobre 2010, Christiane est arrivée à son école primaire Ben Shepherd. Visiblement, il avait été roué de coups au visage et à la tête. Au service des urgences de l'hôpital, ils ont aussi identifié des séquelles d'autres coups, des fractures de ses côtes. Ceci n'est qu'un bref résumé de ce que cet enfant a vécu depuis sa naissance. Aujourd'hui, il vit probablement dans l'endroit le plus calme qu'il n'ait jamais connu, c'est-à-dire le centre de détention pour mineurs. Où mettons-nous la limite? Il faut toujours se demander si les personnes sont conscientes des actes qu'elles commettent ou si elles sont instables. Si par exemple, elles souffrent de fragilité psychologique qui les pousse à commettre des actes malfaisants sous l'emprise de la colère. Mais ne doit-on pas aussi protéger la société de ces personnes? Nous vivons dans un monde où les mineurs sont capables du pire, de se procurer des armes, de les utiliser pour des vols. Des enfants sont même capables de passer à tabac leurs parents, de commettre des viols. Angela Corey se veut intraitable avec la délinquance des mineurs. Elle a toujours un œil sur le tribunal des enfants de Jacksonville, où elle a débuté il y a 30 ans. Ce matin, elle suit les comparutions immédiates. Le procureur est une élue, comme c'est l'usage aux États-Unis. La ligne dure du parti républicain qu'elle incarne s'applique à la lettre dans sa juridiction, où un adolescent sur 2 poursuivi est transféré devant la justice des adultes. En grande majorité des Afro-Américains ou Hispaniques, issus des milieux les plus défavorisés, comme ce jeune prévenu de 12 ans. Votre honneur, nous avons reçu 2 chefs d'inculpation dans l'affaire 20 13 23 44. 2 chefs d'inculpation pour cambriolage. Nous nous réservons le droit de reporter son jugement à une date ultérieure pour manque de preuves. Et nous plaidons non coupable. Votre honneur, cet enfant est aussi inculpé dans 3 autres affaires qui seront jugées le 7 mars. Votre honneur, nous avons un rendez-vous prévu avec un expert demain pour évaluer ses aptitudes. Je demande donc de repousser cette audience au 7 mars en attendant le rapport médical. Il va falloir que tu fasses des choix. Il y a plein de gens qui sont enfermés en prison pour le reste de leur vie, qui rêveraient d'avoir ton âge à nouveau pour prendre de meilleures décisions.
Madame, nous allons devoir garder votre fils et je repousse l'audience au mardi 26 février. Tu es sur la mauvaise voie, mais je ne veux rien savoir des détails de ton affaire. Je veux que tu me regardes droit dans les yeux, que tu me promettes de respecter ta mère, que tu te respectes toi-même, et surtout que tu ne reviennes pas ici. Tu sais, j'ai vu 3 mères aujourd'hui et la semaine dernière aussi. Ces mères disaient ne pas arriver à contrôler leur enfant. Que veux-tu que nous fassions? Tu veux que je t'enferme? Non, madame. Tu veux que je t'envoie dans une cour pour adultes? Tu veux porter une combinaison orange? Non, madame. L'orange, ça me va pas, madame. Ah, la couleur orange, ça ne te va pas, c'est ça? En 4 ans depuis son élection, Angela Cory a supprimé toutes les initiatives sociales liées à la prévention de la délinquance. En revanche, la procureure a choisi de parier sur la peur pour remettre dans le droit chemin les adolescents coupables de petites infractions. Ces 2 garçons ont eu affaire à la justice. L'un s'est battu, l'autre a consommé de la drogue. Pour éviter une condamnation, ils sont contraints avec leurs parents de passer 3 heures en prison. Hello, how you doing? I'm Officer Wesley. Come on, stand up. What I need for everybody to do, if you have anything in your pockets, I need my 2 young men to be in front, by the way. 2 young men in front, hands out your pocket. Don't worry about that, hands out your pocket. The 2 young men, y'all follow me over here, please, sir. Ce programme, baptisé Alternative, se déroule dans la prison où Christiane Fernandez a été incarcérée 3 semaines. Come on, we're going to the 6th floor where our juveniles are housed at. What grade you in? 10. Okay, that's good. You like going to movies and Yes, sir. watching a little TV? Sure. Eating shrimp and fried chicken? You ain't gonna get none of that in here, by the way. No fried chicken in this mug. Okay, what I want you to see first, this is the visitation area. When you continue to make bad decisions over and over and over again, society take those decision-making skills away from you. What happens here is you get a visitation here once a week. Your parents will be able to come here once a week for 2 hours to visit you. There's no touching, there's no hugging, none of that takes place in here. Can you imagine being away from mom or dad, whether it be 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months? Let me back it up. 10 years, 20 years. That's where you're headed at, because guess what? Nobody can tell you nothing. Your head is hard, and you feel like you already got this figured out. When all along, people trying to tell you there's some things you need to change. See, they telling you don't do this, but you know what you're saying? I'm still going to do it anyway. They telling you to straighten up, but you know what you're saying? I'm still going to live life how I want to live it. You rather be with people who don't like you anyway. When you come to a place like this, you're going to hear this already. I'm going to tell you this, you're going to hear this. The juveniles say this all the time. Once I came to a place like this, I finally realized who was my true friends. Everybody who called themselves my friends, they didn't come visit me. The only people who came to visit me were the people who I spit in their face. The only people who came to visit me were the people that I cursed out. The only people who came to visit me was my mom and my dad, the ones that I'm spitting in their face, the one that I'm having them crying late at night because they worried about you. But you ain't even worrying about you. Okay, next we're gonna go, next area we're going to 6 West. Follow me this way. Come on this side, I'm on the gray line for me. That's good right here. Well, we're gonna let you see something. I know it smells a little different up here, don't it? The smell a little different up here than what you normally smell. Yeah, there's a reason for it. If you want to buy this cologne, it's called Gel Musk. Come on, we're going up to a sale right now.
This is our juvenile cell. Come in. Look at the toilet area. Can you imagine being in this cell 23 hours in one day and you don't come out for number 30 minutes? But this is where you headed at, gentlemen. This is the life that you want. And to see that little window right there, this is the window of regret. But the reality of the matter is, once you get to the window of regret, ain't no turning back. You can't come back and say, excuse me, I know I messed up. Can I get another chance? No, man, you got life. No, man, you got 20 years. The window of regret got you. That's what it's called. The window of regret, because you don't know how many times I've seen guys look at this window and cry and say, I wish I had another chance. I wish I had another chance. Which one of you guys gonna look through the window of regret? You don't have to answer the question, but I want you to think about who's gonna look through the window of regret. You remember this? You didn't think you would be coming on a jail tour, and you're here. Okay? Look at the young man right here. Gang sign right here. Look at what he got on his chest. What you got on his chest? What you got on his chest? Come on. This really. Tell 67 to go in his cell first. Okay, come on. This is where you at. Come on. Where you at? Hey, Shorty. You want to be tough? You want to be tough? You want to learn your lesson? I was in that same boat. Look where I'm at now. What you doing on this tour, man? I don't feel out here in Church Person. You living like that? No. You see this shit? You see what I live in? You want to live in this shit? No. This shit ain't no game, man. You know? But you gonna take your life, man. You out there committing crimes and shit. You ain't living like that, man. Leave that up to us, man. Keep your ass on the street, man. Obey your parents, man. Say something to him. Don't just nod your head. Okay? Ain't no love in here, man. Love don't exist in this building. Never go home, man. All these people you see in here, they're gonna be trying to hurt you. Trying to take your food, your shoes, and all that stuff. So, man, like you had, you gotta try to straighten it up, man. This ain't the place to be, and this ain't no game. Them people that be talking to you, man, trying to encourage you to do that thing, you gotta try to listen to them, man. À la fin des années 80, des criminologues ont annoncé qu'ils avaient identifié une nouvelle espèce aux États-Unis. Une espèce qui ressemblait à des enfants, qui faisait les mêmes bruits que les enfants, mais qui n'étaient pas des enfants. Ils les ont appelés les superprédateurs. C'est comme ça qu'ils ont décrit toute une génération de jeunes blacks et de jeunes latinos. Brian Stevenson est un avocat militant. Il dirige un bureau de pénalistes spécialisé dans la défense des droits des mineurs. Il se bat pour obtenir l'abrogation des lois qui enferment à vie des enfants. Cela fait des années que je travaille pour les enfants qui ont reçu des peines les plus lourdes, notamment ceux qui étaient dans le couloir de la mort. Jusqu'en 2005, les États-Unis exécutaient encore les mineurs, puis la perpétuité réelle sans possibilité de sortie est devenue la peine la plus lourde. I'm 18. I just turned 18 September 9th, man. Just turned 18. I promise to God, I wish I could take it back to being 16 and 15, man. You come in here, man, every day is hell, man. Every day is hell, man. This shit is no joke, man. I've been in this county jail 2 years, 27 months. Since August 28, 2010. What's the day is? 14th. Of November 2012. Guess when I'm going home? When? Never. Never. Never going home. Je considère que d'enfermer systématiquement des enfants de 12, 13 ou 15 ans dans des prisons pour adultes, où l'on sait qu'ils vont être violés, agressés, qu'ils vont avoir un taux de suicide 10 fois plus élevé que ceux des adultes est indécent.
C'est inhumain, c'est excessif. De dire à un enfant de 13 ans que tu n'es bon qu'à mourir en prison est cruel. I'm here for attempted murder and attempted armed robbery. I'm facing a life sentence right now. You know, really, I don't care about you. Really, if I really wanted to, I'm facing a life sentence. What do I got to live for, right? I don't even know you, but I don't want any kid, any man, woman, person in this world to feel the pain that I've been feeling for the past 3 years. To go through what I go through every day. On adore jeter les gens aux oubliettes. Peu importe si vous êtes un enfant ou un adulte. Si tu as volé, tu n'es qu'un voleur. Si tu as agressé, tu n'es qu'un criminel. Si tu violes, tu n'es qu'un violeur. Et si tu tues quelqu'un, tu n'es qu'un tueur. On ne va pas chercher plus loin. Nous punissons et exécutons les tueurs. I've seen kids at 15, 16 get 2 life sentences, 25 years mandatory. And here, it's every man for himself. Every man for himself. Do you know how it feels every night when I get on my knees and pray and ask God to give me one more chance? Knowing that there's a possibility I'll never be able to hug my mom? Knowing there's a possibility I'll never be able to see my dad? Y'all have no idea what that feels like. The feeling of never being able to get a chance to sleep in my own bed, wear my own clothes, have the possibility of getting married or having kids. This is nothing. You got nothing here. Kay's like an animal. To society, I'm nothing but a number. I'm no longer Brandon Rothenberg. I'm inmate 2009-037289. That's it. Because of the stupid choice that I made. One wrong mistake. This is my first time ever being arrested. One wrong move will mess it up. Come on, look at us. Let us be your example. I'm gonna tell you. I'll give y'all a deal of a lifetime. I'm gonna do the time for you. That's that easy. Do the right thing. This ain't the type of life you want to live. Aux États-Unis, selon les enquêtes disponibles, près de 2600 adolescents auraient été condamnés à la perpétuité réelle. La majorité d'entre eux n'étaient pas connus des services de police avant leur arrestation. Live from Studio 5, this is First Coast Connect on 89.9, and thanks for tuning in. Look at the latest in the case that's drawn worldwide attention. And we'll ask your opinion. What should happen to the youngest murder defendant in Jacksonville history? Sasha in St. Augustine. Hi, Sasha. Good morning. Good morning. I just wanted to point out, that it seems that we're learning more and more every day about human brain development. A child is still developing up until his 20s, and this child lived, it seems, in the worst circumstances. And given all of that, I just don't understand how they can continually disregard the science of brain development and know that this child didn't have the tools to deal with the hand that he was handed. Le 7 août 2012, Christian est à nouveau présenté à la cour d'assises de Jacksonville. Cela fait 17 mois qu'il est en détention provisoire. Il a maintenant 13 ans. Son procès n'est toujours pas fixé. Ses avocats multiplient les recours pour empêcher son jugement en tant qu'adulte. Mais ce jour-là, un rebondissement judiciaire lui donne un peu d'espoir. The 4th Judicial Circuit Court, Division CRD, is now in session. The Honorable Judge Mallory D. Cooper presiding. Ensure your cell phones are off and there's no talking while court is in session. You may be seated.
Tout d'abord, j'ai décidé d'accéder à la demande de suppression des aveux faits par le prévenu. Au vu des éléments qui m'ont été présentés, et selon la loi, j'accorde la suppression des 3 dépositions faites par le prévenu pendant sa garde à vue. Les avocats de la défense obtiennent un premier succès. Les aveux de Christiane ne seront pas versés à l'instruction. Ils ont dénoncé l'illégalité des conditions de sa garde à vue. Cet article dit que tu as le droit d'avoir un avocat pour être conseillé avant de nous faire une déclaration et avant que des questions te soient posées. Tu as le droit d'avoir un avocat présent avec toi pendant l'interrogatoire. Mais ce n'est pas obligatoire. Tu comprends ce droit? Tu comprends ce que ça veut dire? Comment savoir si ce gamin sait ce qu'est ou ce que fait un avocat? C'est ça la question. Que doit-on faire, par exemple, quand il dit à l'un des enquêteurs « Le morceau de papier que vous m'avez fait signer, c'est juste entre nous, c'est ça, non ?» Le prochain article dit que tout ce que tu dis peut être utilisé contre toi devant la cour. Tu comprends ce que ça veut dire? Ok, ça veut dire que tout ce que tu dis aujourd'hui peut être répété devant un tribunal. Ok, tu comprends? Oui? J'ai besoin que tu me dises oui. Oui. Toute la question est de savoir si l'enfant comprend vraiment ce que vous lui dites. Comme si on s'adressait, par exemple, à un étudiant de niveau universitaire. C'est là le vrai problème. Et pire que ça, sa mère était assise dans une pièce juste à côté. Mais personne ne lui a demandé s'il voulait qu'elle soit avec lui quand il était interrogé. D'après la défense, les enquêteurs auraient même essayé de se servir de sa mère pour lui soutirer des informations. If you could talk English, it'd be better. Okay. What did you do to him? What did you do? How did you hit him? Because the doctors couldn't do anything to make him better. What did you do? What did you do to him? En dépit des décisions de la Cour, les procureurs ne relâchent pas la pression. Ils maintiennent leur poursuite pour assassinat. Les experts ont rendu leurs conclusions et pour eux, Christiane est un tueur acharné. David, la victime de 2 ans, ne serait pas mort en heurtant une étagère, mais en recevant des dizaines de coups sur le crâne, donnés avec une extrême violence. Il existe une ligne rouge à ne pas dépasser. Certains criminels peuvent se réinsérer, mais quand le crime est trop grave, la réhabilitation peut ne pas être possible. Alors oui, je crois que pour certains enfants, la perpétuité réelle est la peine appropriée. Pour comprendre pourquoi on punit aussi durement, il faut prendre un peu de recul. Nous sommes le pays qui a le plus fort taux d'incarcération au monde. En 1972, on avait 300 000 personnes en prison. Aujourd'hui, nous avons 2 300 000 détenus. Notre système pénal est impitoyable. Cela fait 40 ans que nos hommes politiques exploitent la peur du crime. En proposant des politiques extrêmement répressives, sans examiner le contexte, sans analyse, sans considérer la réinsertion, on a tout simplement abandonné la réhabilitation. Bryan Stevenson a d'autres ambitions pour la justice des mineurs de son pays. À ses yeux,
les adolescents ont droit à une seconde chance, à une lueur d'espoir. Devant la Cour suprême, la plus haute instance constitutionnelle américaine, il s'est dressé contre une loi infamante, celle qui enferme à vie des mineurs qui n'ont jamais tué. Aux États-Unis, ils sont près de 200 dans ce cas. À 17 ans, Terence Graham a pris la perpétuité pour une simple récidive de vol. Mais il est le premier à avoir bénéficié d'un rejugement. Aujourd'hui, il n'a plus que 12 ans à purger. Si on regarde pourquoi je suis en prison, seulement pour avoir enfreint un sursis, pour des faits qui n'ont jamais été jugés et qui ont même été abandonnés, ça me donne la rage. Ce n'est pas juste. Ça ne m'aide pas à purger ma peine. C'est ma foi qui m'aide à supporter l'enfermement. Je n'ai travaillé qu'une seule fois, à l'âge de 15 ans. J'ai lavé des voitures. C'est difficile pour moi de me projeter après la prison. C'est compliqué, parce que je ne sais pas à quoi va ressembler le monde dans 12 ans. Donc c'est dur de se donner un but et d'imaginer mon futur. Le cas Terence Graham a fait jurisprudence en 2010. Désormais, les mineurs qui ne sont pas des criminels de sang ne pourront plus être condamnés à perpétuité. À 24 ans, Terence a échappé à l'éternité carcérale, remplacé par 25 ans d'enfermement. À Jacksonville, Christian Fernandez est en préventive depuis presque 2 ans. En ce mois de février 2013, il entre dans sa 14e année. La date de son procès est prévue pour le mois suivant, quand un coup de théâtre survient. Les procureurs offrent à Christian la possibilité de plaider coupable. S'il accepte, ils le condamneront à 7 années de réclusion au lieu de la perpétuité réelle qu'ils avaient réclamée. Monsieur Fernandez a décidé de plaider coupable. Il comprend que la Cour va lui poser la question « Plaidez-vous coupable parce que vous êtes coupable ?» Sa réponse sera oui. D'homicide involontaire et de coups et blessures. Your attorneys have indicated that you wish to enter pleas of guilty today on count 1 to the lesser included charge of manslaughter, and on count 2 the lesser included charge of aggravated battery. Is that correct? Yes, ma'am. The maximum penalty. Devant la menace d'un enfermement à vie, les avocats de la défense ont choisi d'éviter les incertitudes d'un procès avec jury populaire. Ils ont appuyé la décision de Christian. De son côté, Angela Cory s'est retrouvée en porte-à-faux avec les réformes imposées par la Cour suprême américaine. Depuis août 2012, la Cour suprême interdit le recours automatique à la perpétuité, même pour les mineurs reconnus coupables d'homicide. Bonjour et merci d'être venus. Je suis accompagnée de 2 de mes substituts, Marc Aliel et Al Mezrahi. Je suis fière du travail accompli sur le cas de Christian Fernandez. Pour la première fois, vous voyez la raison pour laquelle on s'est démené pour rendre justice à David. Voici 4 photos magnifiques de ce petit garçon qui, à 2 ans, s'est fait dérober tout espoir, qui s'est fait voler sa vie par son grand frère, le frère en qui il avait confiance, le frère avec qui il vivait, le frère qui lui a ôté la vie d'une manière si brutale. Cet inculpé devait être puni pour les actes qu'il a commis sur cet enfant. Mais il devait aussi bénéficier de mesures de probation que la justice des mineurs ne pouvait lui fournir. Angela Cory ne veut pas perdre la face. Elle a réussi à imposer une condamnation mixte. Christian a plaidé coupable pour homicide involontaire en tant que mineur
mais il devra se soumettre à un régime de probation, habituellement imposé aux adultes. Pendant 8 ans après sa détention, Christian n'aura pas le droit d'approcher ce qui lui reste de famille, un frère et une sœur, ni aucun adolescent âgé de moins de 16 ans. Le moindre dérapage l'exposerait à 15 années de prison supplémentaire. Je voulais qu'il soit incarcéré jusqu'à sa majorité avant d'être libéré. Sachez que dans le système des mineurs, il n'aurait été incarcéré que 3 ans au maximum, ce qui veut dire qu'il aurait pu sortir de prison à 14 ou 15 ans. La peine que l'on a obtenue en cour d'assises nous permettra, s'il commet un nouveau crime, de le juger en tant qu'adulte. Il a infligé des coups horribles à cet enfant. Mais ce que l'enquête démontre, c'est qu'il n'a pas essayé de maquiller son acte, en mettant par exemple l'enfant dans son lit, sous la couverture, et en prétextant qu'il dormait, alors que lui partait à l'école. Non, il a tout de suite appelé sa mère. Donc il a peut-être, dans un excès de colère, infligé ses coups, mais a dû réaliser l'erreur qu'il venait de commettre. C'est un facteur que nous avons pris en compte. On a toujours dit qu'on ne voulait pas la perpétuité depuis le départ. On a attendu 3 mois avant de décider de l'inculper devant la justice des adultes pour obtenir un éventail de peines le plus large possible. Si le procureur dit vrai, alors pourquoi avoir maintenu un chef d'inculpation pour lequel il n'y a qu'une peine possible, l'enfermement à vie? Je crois qu'ils ont pris un peu de recul et ils se sont dit, il se peut qu'on perde ce procès. Et ça, ce n'était pas envisageable pour eux, de perdre ce procès publiquement. Ils n'ont pas mené d'enquête dans cette affaire comme ils le font habituellement dans les cas d'homicide. Nous sommes allés récupérer des éléments de preuve. On a fait parler les téléphones portables pour essayer de comprendre ce que ces coups de fil pouvaient nous apprendre. Et nos propres experts ont réussi à analyser les informations récoltées. Au moment où je vous parle, les procureurs n'ont toujours pas jugé utile de consulter ces téléphones. La mère de Christian n'a fait que mentir. Melissa fait référence au témoignage de la mère. Elle dit qu'elle était à un endroit, à une heure dite. Mais nous savons que c'est faux. Elle n'était pas là où elle le prétendait. Vianella Susana a toujours affirmé aux enquêteurs qu'elle avait quitté son domicile le jour du crime, au matin du 14 mars 2011, laissant Christian seul avec ses frères et sœurs. Selon ses déclarations, elle serait partie faire des achats en centre-ville, en s'arrêtant notamment au guichet automatique de sa banque. Or, les relevés des appels de son téléphone cellulaire montrent au contraire qu'elle n'a en fait jamais quitté son quartier, voire sa maison, à l'heure où David s'est fait battre, ce qui ferait d'elle un suspect potentiel. Un fait aussi dérangeant que cette lettre, écrite par Vianella à Christian dans ses premiers mois de détention, où elle demande à son fils de plaider coupable. Je suis au courant de la proposition du plaider coupable et je te conseille de l'accepter. Car tu seras suffisamment jeune quand tu sortiras pour aller à l'université, comme je l'ai toujours voulu pour toi. Ça peut paraître long, mais quand tu retrouveras ta liberté, tu seras encore jeune. Est-il coupable de quelque chose? Ou protège-t-il sa mère? Écoutez, il a plaidé coupable pour homicide involontaire en tant que mineur, et il a plaidé coupable pour coups et blessures. Cette question, nous l'avions à l'esprit pendant tout le temps de l'affaire. Et c'est sa mère qui était le point central. Oui, c'est ce que je crois. Il ne me l'a pas dit, mais c'est ma conclusion après lui avoir longuement parlé. Nous lui avons fait part de nos informations. Et il a très bien compris que si le procès avait lieu, nous allions devoir interroger sa mère et démontrer qu'elle avait menti. Christian a peut-être suivi à la lettre les instructions de sa mère.
En choisissant de plaider coupable, il n'a en tout cas pas laissé ses avocats aller jusqu'au procès. Je suis convaincu à 100% de son innocence. Il protège sa mère. Matt Shork a été le premier avocat de Christiane. Il a refusé une première offre de plaider coupable, après avoir entendu Christiane lui révéler une autre vérité. Laissez-moi vous dire ce que Christiane m'a révélé. Il a été réveillé par les cris de sa mère. Elle était en train de hurler. Elle était en pleine crise de rage. Il a vu sa mère frapper David avec ce qu'il pensait être une brosse à cheveux ou quelque chose de ressemblant, et cela plusieurs fois. Elle s'est ensuite levée et s'est éclipsée. Quand elle est revenue, elle pleurait hystériquement. Elle semblait éprouver des remords, m'a-t-il dit. Une manière, me semble-t-il, de la défendre. Elle lui aurait ensuite demandé de ne pas appeler la police. Sinon, ils ne pourraient plus jamais se revoir. Elle lui a rappelé que leur lien était très particulier. Qu'il était son premier enfant qu'elle avait eu quand elle avait 12 ans. Et s'il appelait la police, ce serait la fin. Si vous regardez dans la vidéo de l'interrogatoire, il est même en train de répéter ce qu'il doit dire à la police quand il s'accuse d'avoir frappé David. J'ai poussé David 2 fois contre l'étagère. Ensuite, il était KO. Il s'est pas réveillé. C'est sa mère qui lui a demandé de mentir. Il répétait ses gestes car il ne voulait pas se tromper. C'est vraiment une tragédie. Christiane n'a jamais répété ses confessions devant la justice. Il a autorisé Matt Shork à parler, tout en sachant que son jugement était définitif. Son affaire ne peut plus revenir devant les tribunaux, ni inquiéter sa mère. Le gouvernement décide de punir les mineurs comme des adultes, alors qu'on ne leur permet pas de conduire une voiture avant 16 ans, qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de relations sexuelles avant 18 ans, ou de boire avant 21 ans. Et pourtant, on envoie un enfant de 12 ans devant une cour d'assises. On le force à prendre des décisions d'adultes sous la menace de la perpétuité réelle. Heureusement, grâce à la Cour suprême, ce n'est plus possible. Je crois qu'il est important de dénoncer les pratiques de la justice des mineurs en Floride, comme dans tout le pays.